Bonsoir à tous, début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 23 octobre, tout de suite les titres de cette édition. Elle a été l'une des principales opposantes au Pacs et au mariage pour tous. Christine Boutin se retire de la vie politique française à 73 ans. L'Yvelinoise fondatrice du Parti chrétien-démocrate l'a annoncé samedi lors d'une conférence de presse à Rambouillet. Interview en début de journal. Guyancourt met en place son périmètre urbain, une phase d'étude de 10 ans qui concerne le quartier du village autour de la mairie. La commune souhaite ainsi mieux maîtriser son urbanisme et le développement de son centre-ville, composé d'éléments remarquables et protégés. Et puis en ligne de mire, devenir la meilleure boulangerie de France, la maison de pâte à pain à Jouarre-Pontchartrain représente les Yvelines demain dans une émission concours sur la chaîne M6. Derrière cette boulangerie, un couple, Antonia et Richard Hildevert, qui sont nos invités. Mais avant de développer ces titres, les vacances de la Toussaint ont bien débuté et les forces de l'ordre étaient présentes vendredi au moment des départs en vacances. Une opération de sécurité routière d'envergure a été menée sur tout le territoire. 18 points de contrôle comme à Rambouillet, que vous voyez ici en image. 410 véhicules contrôlés pour un total de 22 infractions relevées. Particularité, c'était une opération dite concertée entre plusieurs services de police. Objectif affiché, d'endiguer la mortalité sur les routes. Propos recueillis par Mickaël Elmidoro. Le nombre de décès a légèrement augmenté. On est passé de 18 pour la même période, donc du 1er janvier au 15 octobre, à 23 cette année. On s'aperçoit que d'une manière générale, au-delà des facteurs habituels qui sont la vitesse et l'alcool, on a un nouveau facteur qui apparaît, c'est le manque de respect entre automobilistes, certains prenant une part de risque ou ne respectant plus les règles élémentaires du code de la route. Fin de carrière après 40 ans passés dans la politique, Christine Boutin se retire. Elle l'a confirmé samedi en conférence de presse à Rambouillet. Ancienne candidate à la présidentielle de 2002, figure de la droite conservatrice, Christine Boutin avait fondé le Parti chrétien-démocrate en 2009. Souvenez-vous, l'ex-députée des Yvelines avait eu des échanges virulents avec Lionel Jospin à l'Assemblée nationale en plein débat sur le Pacs. C'était en 1998. Elle revient sur ses combats et convictions au micro de TV 78. Nicolas Dandry l'a interviewé. Christine Boutin, vous avez 73 ans, vous êtes présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate. Vous avez participé à votre dernière séance du conseil départemental des Yvelines ce vendredi 20 octobre, après avoir occupé ce mandat depuis plus de 35 ans. Alors pourquoi vous avez décidé de démissionner ? Tout d'abord, je vous dirais que la séance du conseil départemental hier, c'était très beau. C'était très très beau. Je voulais absolument rien. Mais j'ai été très, très touchée par l'authenticité des réactions de chacun de mes collègues. Et je les en remercie, je remercie Pierre Bédier pour cela. Alors pourquoi je démissionne ? Tout simplement parce que je tiens mes engagements. En 2015, quand nous nous sommes présentés avec Georges Bénizet, je m'étais engagée auprès des électeurs à démissionner au milieu de mon mandat, compte tenu de mon âge. Parce que j'ai beaucoup hésité à me représenter, compte tenu de cet âge, j'avais 70 ans, et qu'il y avait un risque Front National très important sur le canton. Et donc, après en avoir discuté du reste avec Pierre Bédier, qui m'encourageait à me représenter, j'ai décidé de partir, mais en ayant cette obligation de quitter au milieu du mandat. Donc je tiens mes engagements, comme j'ai essayé de le faire tout au long de ces 40 années de vie politique, qui s'achèvent effectivement le 31 octobre prochain. Alors vous avez commencé votre carrière professionnelle dans la communication et la presse, et vous débutez votre carrière politique dans les Yvelines lors des élections municipales de 1977 à Haut-Fargis. Pourquoi vous êtes lancé en politique ? En 77, quand nous sommes arrivés dans les Yvelines avec mon mari et mes enfants en 73, et en 77, il y avait les élections municipales, et moi j'avais dans le cœur depuis toujours de servir, c'est ça ce que j'avais envie, et on peut servir de mille manières, mais en étant élu local, parce que j'avais une tradition locale dans le Berry, d'élu local dans ma famille, je suis allée voir le maire, et je lui ai proposé ma candidature. Et déjà, en 1977, le fait d'avoir une femme sur une liste était bien. Mais vous me permettez de saluer M. Lévesque, qui était le maire de l'époque, qui a été un personnage déterminant dans ma carrière politique, puisque lui-même a pensé, me voyant à l'œuvre à Haut-Fargis,
que je pouvais devenir conseiller départemental, ce qui n'était absolument pas mon idée à l'époque. Une fois que je suis devenue conseiller municipal d'Auffargis, maire d'Auffargis, naturellement, j'ai plus vu la réalité de ce territoire et je m'y suis attachée. Et comment ne pas s'attacher à ce Sud-Yvelines, qui est un territoire absolument magnifique. Donc, je me suis mise au service et devenir conseiller général m'a permis effectivement de prendre encore plus conscience de cette réalité magnifique. Vous avez d'abord été membre de l'UDF, puis vous avez créé votre propre parti politique, donc d'abord appelé le Forum des Républicains Sociaux, devenu ensuite le Parti chrétien-démocrate. Comment vous définiriez vos convictions politiques et le fondement idéologique de ce mouvement ? Le fondement idéologique de mon engagement politique est le respect de la personne humaine, de la conception à la mort naturelle. Voilà. Je pourrais rajouter, comme une cerise sur le gâteau, et pardon pour l'offense qui est faite, c'est que pour moi, tout homme, même le pire des hommes, même le pire de mes adversaires, est aimé de Dieu autant que je le suis. Je dois dire qu'avec l'expérience, autant j'avais l'intuition dans le cœur qui avait été blessée par cette loi sur l'avortement, alors que je mettais mes enfants au monde, l'expérience de ces 40 ans m'ont montré que si l'on touche au plus petit d'entre nous que nous avons tous été, c'est-à-dire l'embryon, c'est l'humanité tout entière qui est touchée et qui est fragilisée. Et quand on voit aujourd'hui, malheureusement, le traitement qui est réservé aux hommes, à la personne humaine, eh bien, je n'ai fait qu'être confortée par rapport à cette analyse. En qui vous vous retrouvez aujourd'hui au niveau de l'engagement politique et de toutes ces questions que vous évoquez, la place de l'homme dans la société, l'Europe qui revient au devant de l'actualité. Quel est votre héritier ? Ils ne sont pas nombreux. Hein. Ils ne sont pas nombreux, mais ça fait partie aussi du challenge. Moi, je crois beaucoup en Jean-Frédéric Poisson, bien sûr, qui a été battu de façon scandaleuse, compte tenu de la qualité de la personne. Mais bon, c'est comme ça, c'est la démocratie et c'est ainsi. Jean-Frédéric a une responsabilité très importante sur les épaules pour porter justement cette primauté de la personne humaine. Il y a une personnalité aussi à laquelle je veux rendre hommage, même si nous avons des nuances, et des nuances importantes même sur le fond. Mais c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher a une expérience politique qui ne peut que servir notre pays. Voilà. Il faudra que soit affirmée de façon claire la primauté de l'homme. À 50 ans en Yvelines, sans réelle surprise, c'est le maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, qui est devenu jeudi dernier le nouveau président de l'agglomération. Successeur de Michel Laugier, démissionnaire après son élection au Sénat, Jean-Michel Fourgousse devra avant tout œuvrer à l'unification de sa majorité. Camille Lambert et Wilfried Richy. La peur ne me dirige pas, et la naïveté non plus. La collaboration doit être basée sur le respect et la confiance. Battue lors de la primaire de la droite pour la présidence de Saint-Quentin en Yvelines, Joséphine Coleman-Berger, maire de Plaisir, n'a pas mâché ses mots avant que ne soit ouvert le scrutin. Un discours qui laissait planer le doute d'une candidature de dernière minute, mais qui finalement se voulait surtout une mise en garde. Dialogue et apaisement devront être les maîtres mots de cette nouvelle gouvernance. Jean-Michel Fourgousse, élu quelques instants plus tard, n'a pas manqué de lui répondre en insistant sur son état d'esprit qu'il dit fédérateur. J'ai voulu prendre la parole pour réaffirmer mon engagement, puisque vous savez, je m'occupe du projet de territoire, et ce projet de territoire est justement un socle fédérateur. Donc c'était pour rappeler que c'était important que nous allions dans ce sens. Élu par 38 voix sur 74 possibles, le nouveau président a été opposé lors du vote au maire socialiste de Magny-les-Hameaux, Bertrand Houillon. Ce dernier en a profité pour prôner le rassemblement. Je sais d'ailleurs le désarroi d'un certain nombre d'entre vous depuis plusieurs semaines à l'approche de ce conseil communautaire. Car ce besoin de coopération est réel et partagé au-delà d'une minorité ou d'une majorité. Parmi les vice-présidences, 4 ont été réservées pour les communes dites minoritaires, communes qui annonceront dans les prochains jours si elles acceptent ou non cette main tendue. Quant aux priorités de son mandat, Jean-Michel Fourgousse souhaite miser sur les atouts du territoire.
On est aujourd'hui quand même une des plateformes entrepreneuriales un peu modèle en France. Donc il s'agit de la conforter, aussi bien pour les jeunes chefs d'entreprise que les entreprises déjà installées, que pour les grands groupes qui sont présents. Également développer, d'être une plateforme d'exemplarité aussi au niveau universitaire. Il faut qu'on ait un modèle éducatif de l'enseignement supérieur qui soit qui nous place dans le fameux classement de Shanghai, dans le top 20. Et on est en train d'organiser, bien sûr, ces choses. Reste que pour le moment, l'heure est aussi à la mobilisation entre menaces sur l'avenir de la ligne 18 et diminution des dotations financières de l'État. Je vous en parlais dans les titres. Le conseil municipal de Guyancourt a adopté la mesure le 30 juin dernier. Un périmètre d'études est mis en place sur le centre-ville. C'est un dispositif pour permettre de préserver le quartier du village et de réguler les constructions de logements. Les précisions de Nicolas Dandry. Le village, cœur historique de la commune de Guyancourt, avec l'église Saint-Victor, la ferme fortifiée de Châteauneuf et des maisons anciennes, un espace urbain dorénavant protégé par un périmètre d'études, un outil prévu par le code de l'urbanisme pour contrôler la construction de logements. Maintenant, à chaque fois qu'une demande de permis de construire sera déposée, la ville a 3 ans pour surseoir sur cette décision, ce qui nous permet de prendre le temps de bien protéger notre village. Objectif, permettre d'étudier les permis de construire pour préserver le patrimoine et l'architecture du centre-ville. Donc là, on est aussi dans des maisons, des bâtiments qu'on veut protéger. Par exemple, cette maison-là, que vous regardez qui est très haute, si vous voyez des vieilles cartes postales de Guyancourt, c'était un hôtel autrefois. Des cas d'espèces différents en fonction de la volonté municipale et de la zone concernée par le périmètre d'études. Un promoteur est arrivé là aussi en nous disant je vais détruire cette maison et construire une centaine de logements. C'était parce que le terrain derrière est assez grand, mais bon, quelque chose de pareil, totalement inacceptable pour nous. Le fait qu'on ait voté ce périmètre d'études permet d'empêcher cela. On a eu des longues discussions avec le promoteur, avec des allers-retours. On leur fait revoir leur projet plusieurs fois et on est arrivé à quelque chose d'acceptable. On a fait baisser le nombre de logements, on s'est assuré de l'intégration dans l'environnement, que ce soit des petits immeubles qui ressemblent plus à des grandes maisons. Enfin, il y a eu tous ces allers-retours avec le promoteur jusqu'à ce qu'on arrive à un accord. Et finalement, le projet se fait maintenant. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont vendu à peu près tout. Cette prérogative municipale va s'étendre sur une durée de 10 ans. Guyancourt toujours qui conservera bien son centre de PMI, la protection maternelle et infantile. Le site va bien déménager dans de nouveaux locaux, ceux de l'ancienne école maternelle Eugénie Coton. Le conseil départemental des Yvelines en charge de la PMI a acté l'acquisition du site pour un peu moins de 800 000 €. Il y a 2 ans, élus et habitants s'étaient mobilisés pour réclamer le maintien du centre menacé de fermeture. Les PMI de La Verrière et de Magny-les-Hameaux ont par exemple arrêté leur permanence début 2016. Les températures ont baissé ces derniers jours et vous avez d'ailleurs peut-être déjà allumé votre cheminée. Chaque année, 51 millions de stères sont consommés en France. Selon l'ONF, c'est le premier pays consommateur de bois de chauffage en Europe. L'Office national des forêts a ouvert un nouveau point de vente à côté de Rambouillet avec la société Molinario. Reportage de Mélanie Poquet et de Camille Lambert. Mardi matin, 9h, Julien débute sa journée de livraison. Direction La Verrière, chez Patrick Bello. Ce client a acheté 3 stères de bois de chauffage, soit environ 3 mètres cubes de bûches. Pour diminuer les notes de chauffage, moi me chauffant tout électrique. Donc ça permet de diminuer la facture EDF. Comme lui, de nombreux Français se chauffent au bois. 51 millions de stères sont consommés chaque année. Une demande toujours importante qui a poussé l'Office national des forêts et la société Molinario à ouvrir un nouveau point de vente. Inauguré le 16 octobre, Julien en est le responsable. Donc nous on est sur du bois sec qui peut être brûlé immédiatement par les clients dès qu'ils le rentrent. Ça permet d'avoir une meilleure combustion du bois qui libère l'énergie de chauffage, ce qui permet aussi de ne pas encrasser votre cheminée. Le carburant ou plutôt l'énergie de demain, ça fait partie des énergies renouvelables et donc il est important aussi que l'ONF montre cet exemple-là en disant que le bois est important dans l'avenir pour être consommé en tant que bois énergie. Désormais, l'ONF Molinario dispose de 3 sites de distribution de bois de chauffage. Ce dernier, situé à Vieille-Église en Yvelines, pourra alimenter plus facilement le secteur de Rambouillet. Il est possible de se faire livrer ou de retirer sa commande directement sur place.
C'est une association de Morpa qui agit pour développer les liens entre les quartiers et la jeunesse. Trait d'Union organisait une conférence débat la semaine dernière après avoir créé une exposition sur l'histoire de l'immigration. Entre les deux rives, c'est le nom de cette conférence qui se tenait à l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Elle revenait sur la colonisation française, une histoire trop souvent oubliée aux yeux du célèbre historien Benjamin Stora qui animait le rendez-vous. Il a été interrogé par Patrick Jacques de Dixmude. Faire en sorte que soit mieux connu, davantage connu, l'histoire de l'immigration, l'histoire de la colonisation, qui sont des sujets d'études qui ne sont pas suffisamment développés, à mon sens, dans l'enseignement, dans les programmes scolaires, dans les univers politiques et médiatiques. Donc c'est ça le message, hein, c'est faire connaître davantage l'autre. Elle veut être la meilleure boulangerie de France. La maison de pâte à pain à Jouarre-Pontchartrain participe à une émission concours sur la chaîne M6. Bonsoir Antonia et Richard Hildevert. Merci d'être avec nous. Vous êtes les propriétaires de cette boulangerie de pâte à pain. Richard, vous occupez-vous plus particulièrement de la partie boulangerie, viennoiserie. Antonia, vous êtes en charge de la pâtisserie. Alors vous représenterez donc les Yvelines demain dans l'émission La meilleure boulangerie de France. Votre passage est programmé à partir de 18h35. On va en parler dans un instant. Présentons d'abord votre établissement, la boulangerie de pâte à pain. C'est une boulangerie qui a une particularité, c'est d'utiliser des produits de saison et aussi des produits locaux. On essaye aux particuliers de montrer qu'on est capable d'utiliser des produits locaux, d'avoir cet échange de proximité. Actuellement, on a une pâtisserie avec une pomme qui s'appelle la Gloire de Pontchartrain. D'accord. Donc, pour la ville de Jouarre-Pontchartrain, ça fait plutôt pas mal. Donc, ça vient de Petit Verger qui est juste à côté. Donc, voilà, on essaie de promouvoir tout ça dans notre boulangerie-pâtisserie. Alors, Antonia, ça veut dire qu'on ne trouve pas forcément toutes les pâtisseries à tout moment de la saison. Ça va dépendre aussi de la période. C'est vrai, oui. Là, pour l'instant, par exemple, on a fini avec les fraises, on ne trouve plus les fraisiers. Donc plus de tarte aux fraises. Plus de tarte framboise. Donc là, on essaye de travailler la pêche, les prunes, les fruits qui vont arriver, les marrons. Donc avec l'automne, donc on essaye d'échanger ça, parce qu'il renouveler la carte souvent. Et qu'est-ce que vous nous confectionnez en ce moment? On a parlé de la Gloire de Pontchartrain. Qu'est-ce qu'on peut trouver en ce moment de pâte à pain? Voilà, on a la Gloire de Pontchartrain avec les pommes des saisons. On a aussi les tartes avec des figues. On utilise aussi. Figues, oui. On a le baron qui va pas tarder à arriver, les agrumes qui vont bientôt arriver, les fruits exotiques, on va commencer à sortir. Voilà, c'est un tout qui vient au fur et à mesure. Plusieurs produits, le pain d'ailleurs, vous avez voilà, apporté à l'effigie TV78, on vous en remercie. Et pourquoi essayer de produire avec des produits locaux justement? Pourquoi c'est important pour vous de se fournir aux alentours? On sort de maisons, tous les deux de maisons assez prestigieuses par rapport à notre parcours. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années pour la Maison Le Nôtre. Antonia a travaillé dans des restaurants et dans des hôtels sur le Brésil. Elle est brésilienne pendant pas mal d'années. Et c'est un état d'esprit qui existe dans ces maisons-là. C'est ce qu'ils nous ont transmis. Et voilà, nous, on a moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont artisans, qui ont travaillé la terre, qui ont travaillé toutes ces choses-là. Donc, on veut retransmettre et montrer aux gens que ça existe toujours. Parlons de votre parcours, vous en avez un petit peu parlé déjà, mais pourquoi justement créer votre établissement? Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer votre affaire? C'était il y a un an, vous l'avez ouvert en 2016, cette boulangerie. Donc on a ouvert fin juin 2016. Ça s'est fait un petit peu sur le qui-vive, ça a été très rapide l'ouverture. On a commencé à en discuter octobre 2015. D'accord. Octobre 2015, on s'est dit tiens, on va faire un business ensemble, on va faire quelque chose, parce qu'on travaille tous les deux dans l'alimentaire, voilà, on était heureux pour ça. Et puis on a commencé à chercher un local, on a trouvé un local. Fin janvier, on démarrait les travaux, on a tout refait à neuf et on ouvrait au mois de juin. Donc ça a été vraiment très très rapide, c'était pas quelque chose de vraiment prémédité. Alors vous participez donc demain, je l'ai dit, à la meilleure boulangerie de France, cette émission de la chaîne M6. Vous serez opposé à une boulangerie essonnienne pour gagner votre place en finale régionale, ça c'est vendredi. Suspense donc à suivre demain. Antonia, pourquoi vous vous lancez dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette émission, à vous inscrire? En fait, c'était les clients qui nous ont inscrits.
Ah, c'est les clients qui vous ont inscrit. C'est les clients, oui. Un jour, on a reçu un coup de fil de la Production, de la production qui nous a dit tiens, vous êtes inscrit, est-ce que vous souhaitez participer? Donc, après cet appel, on a passé encore pour notre sorte d'admission, de test, d'admission sur dossier. Sur dossier. Parce qu'il y a une présélection, sur dossier. Présélection. Et voilà, on a décidé de participer pour les défis, parce que voilà, on aime bien les concours. Oui, c'est un beau concours. Et puis ça permet de nous booster un petit peu aussi. Et aussi de produire avec les caméras derrière, c'est pas difficile, c'est pas un petit peu surprenant au début. C'est plus ce côté surprenant qui est pas facile à gérer. On a démarré, il y avait un caméraman, un script, donc ça a été à l'ouverture de la boutique. Après, ils sont arrivés à 15. Donc ça commence à faire tout de suite un peu plus impressionnant. Après, ils restent assez discrets. C'est des gens qui sont... voilà, c'est leur métier. C'est des gens qui sont discrets. Ils arrivent à naviguer entre nous. Nous, on avait quand même toute la fabrication journalière à faire. Donc, il y avait pas mal à faire. Mais voilà, juste un petit temps d'adaptation au début, un petit coup de stress forcément qu'on a eu. Et puis après, ça s'est fait tranquillement, sans souci. Une dernière question très rapidement, au-delà du fait de savoir si vous allez vous qualifier. On découvrira ça demain. Le suspense est à attendre jusqu'à demain. Qu'est-ce que vous apportez cette émission? Est-ce que ça a été une expérience enrichissante pour vous, on peut dire ça? Ouais, c'est vraiment enrichissant sur ce côté humain. On voit beaucoup sur les émissions, tout le monde dit c'est une aventure exceptionnelle, tout ça. Mais on a du mal à y croire à partir du moment où on ne l'a pas vécu. Là, c'est vraiment qu'il y a un beau partage, que ce soit avec les personnes du jury, que ce soit avec toutes les personnes qu'il y a derrière, qu'on ne voit pas toujours, avec les autres concurrents. On s'est fait des amitiés avec des personnes. Voilà, il y a toujours un bel échange et c'est ce qu'on peut retenir de cette partie-là. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci Antonia et Richard Hildevert d'avoir été avec nous, propriétaire de la maison de pâte à pain qui participe donc demain à l'émission La meilleure boulangerie de France. Le passage est à 18h35 et pour en savoir davantage sur la boulangerie, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Côté loisirs et encore sport également, du BMX, le club des Clés-sous-Bois a organisé hier sa toute première compétition sur sa nouvelle piste. Un équipement ouvert officiellement depuis début septembre. Plus de 400 concurrents ont tenté de dompter les nouvelles bosses, Nicolas Dandry et Michael Elmidoro. Des coups de pédale survitaminés, de la bagarre dans les virages, bienvenue sur l'Open de BMX des Clés-sous-Bois. Ce dimanche 22 octobre, plus de 400 bikers se sont donné rendez-vous pour participer à cette compétition amicale. Le niveau, il est régional, mais il est aussi national. On a des pilotes qui viennent d'autres départements et même d'autres régions. On a des pilotes qui sont allés au championnat du monde, qui ont fait des manches de Coupe du Monde. Et du coup, tout ça est étalé tout au long de la journée. Cette compétition a également permis aux bikers de tester la toute nouvelle piste du club inaugurée début septembre. Plus d'1 million d'euros ont été investis pour créer un tracé de 350 mètres homologué par les instances fédérales. Après quelques tours de piste, premier verdict. Elle est cool, franchement, elle est assez technique, elle est roulante, les virages sont propres. Donc on le fait au max. On prend comme on veut. Technique et pas trop dangereuse. Et les virages sont bien compliqués à prendre, mais c'est ça qui est marrant. Pour dompter les bosses, les 400 participants ont tous leur propre technique. Par exemple, dans les virages ou sur les parties plats, bien relancer et bien pousser sur tout ce qui est enroulé, tout ça. Les bosses sont assez plus grosses, donc il faut bien être technique, il ne faut pas taper, il faut être précis. Un repérage de la piste qui pourrait faire la différence lors de la prochaine édition en 2018. L'événement sera cette fois-ci officiel et comptera pour le classement général. Avant de refermer ce journal, l'automne, c'est aussi la saison des champignons dans les forêts du département. L'association des naturalistes des Yvelines organise des balades pour rechercher ces précieux fruits des bois. Direction l'étang du Moulin à Renard à Guyancourt avec Nicolas Dandry. Donc ça, c'est le champignon le plus dangereux. Le calice de la mort, un champignon responsable de 90% des cas d'empoisonnement, à ne pas confondre avec les autres espèces de la famille des amanites. Il y a une variété comestible, l'amanite. Oui, il y a des amanites comestibles, tout à fait. Il y a des amanites qui sont comestibles, qui sont bonnes, mais pas. Et il y en a un certain nombre qui sont très dangereuses. Donc les amanites, c'est mélangé. Il y a des très dangereuses et des très bonnes. Cette promenade organisée par l'association des naturalistes des Yvelines permet de découvrir plusieurs types de champignons. Spécialiste en mycologie, Jérôme Maffer reconnaît, conseille et explique les caractéristiques des découvertes. Très joli, verdâtre, pas courant de champignons verdâtres comme ça. Le clitocybe anisé.
anisés. Ça, c'est comestible. D'abord, j'ai appris qu'il y avait beaucoup plus de champignons non comestibles que de champignons comestibles. La preuve en est mon panier qui n'a, je crois, aucun champignon comestible, ou si ce n'est des champignons qui n'ont aucun intérêt gustatif. Moi, je connais essentiellement les cèpes et les bolets, donc je m'aventure rarement sur autre chose. Je connais les girolles, mais par ici, il n'y en a pas. Les pieds de mouton, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors, j'ai appris beaucoup de choses sur les champignons, ce qui était comestible et pas, comment les reconnaître également. Il y a des champignons très bons qui sont faciles à reconnaître. Lactaires, bolets, russules, différents champignons avec beaucoup plus d'espèces toxiques que comestibles. Plusieurs explications à ce phénomène. Il y a deux raisons. Il y a une raison, c'est qu'il y a une grande poussée de cèpes il n'y a pas très longtemps et que la poussée est finie. Et donc, il n'y en a plus. Deuxième raison, on est quand même dans une zone très proche de ville et qu'il y a beaucoup de ramasseurs de champignons qui ne viennent que pour ramasser les champignons comestibles et qui vident un peu les forêts. Prochaine chasse aux champignons ce samedi 28 octobre à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la fin de ce 7-8 journal. C'est à retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.